Mercredi 19 décembre 2018, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous recevons pour vous aujourd'hui Ibrahima Dia. Il est socio-économiste, expert de l'équipe qui a piloté le DSRP, c'est le document de stratégie de réduction de la pauvreté au ministère de l'économie et des finances. Il est également consultant indépendant, conseiller pour plusieurs projets de l'État. Ibrahima Dia, avec qui nous avons l'occasion de discuter tout à l'heure. Avec lui, nous allons débattre du PSE, de la mise en œuvre du PSE, ainsi que les deux réunions du groupe consultatif de Paris qui sont destinées à collecter les fonds pour la mise en œuvre de ce projet. Bienvenue à nouveau dans l'invité de la rédaction. Ibrahima Dia, bonjour. Bonjour. Oui, je viens de vous présenter. Je ne sais pas si la présentation est complète. Vous avez la possibilité de vous dévoiler davantage aux Sénégalais. J'ai oublié d'ailleurs de dire que vous êtes l'ancien directeur du MCA, qui est donc ce financement mis en place par les États-Unis sous le magistère du président Bush, une prime à la démocratie où encourage justement les États africains à faire des efforts en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Vous avez la parole. Merci Fred. C'est un plaisir d'avoir cet entretien. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Je suis expert dans les questions de développement et j'ai travaillé depuis une trentaine d'années sur le terrain, dans la vallée, partout au Sénégal. Et à un moment donné, j'ai été appelé pour mettre en place le DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et ensuite, je suis allé diriger le Millennium Challenge, puisque c'est même l'équipe de DSRP qui a amorcé la formulation de ce programme. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout ces enjeux qui sont des enjeux de développement, sont des enjeux pluriels. Et moi, en plus de l'expertise en développement, je suis également docteur en sciences de l'environnement. Donc, j'ai eu à travailler également sur les questions liées aux problématiques d'environnement qui sont cruciales. Alors, Ibrahima Dia, le PSE, depuis son lancement, on a entendu des critiques, des avis. Vous, en tant qu'expert en développement, je veux avoir votre avis sur le PSE, aussi bien dans sa formulation que dans sa mise en œuvre. Pour comprendre le PSE, il faut nécessairement remonter au DSRP. Alors, il faut rappeler que le premier DSRP qui a été lancé vers les années 2002 a été lancé après qu'il y ait eu tout un travail qui a été fait par la société civile, d'ailleurs sous l'égide à un moment donné de Jean-Paul II, qui avait demandé à ce qu'on annule la dette. Et les institutions de Bretton Woods ont accepté le principe d'annuler la dette. Et l'annulation de la dette devait aller avec un document de stratégie pour réduire la pauvreté. Et c'est en ce moment que les questions de pays pauvres très endettés, les PPTE, a été mise en place. Et tous les pays qui avaient un endettement supérieur à 160 et quelques % par rapport à leurs recettes étaient éligibles. C'est en ce moment que le Sénégal a été éligible, puisque le nouveau régime qui était là, avait trouvé quand même un endettement extrêmement important par rapport aux recettes, puisque l'économie était complètement exsangue après les ajustements structurels. Donc nous étions éligibles et dans un délai très court, il fallait faire un document. Mais l'un des principes ou l'une des questions qui étaient posées à l'époque, c'était comment rendre inclusif ce processus. Et d'ailleurs, moi, c'est cet élément qui m'avait intéressé dans le DSRP et dans lequel je me suis occupé. C'était la première fois que l'État, que le ministère des Finances devait impliquer la société civile, le secteur privé, les syndicats dans un processus de réflexion pour élaborer un document, y compris même les religions. Donc c'est un processus qui était unique, qui était nouveau, et qui a permis de rassembler tout le monde pour dire quelles sont les priorités pour régler les problèmes de pauvreté, puisque le niveau de pauvreté était extrêmement élevé. Et l'annulation de la dette était liée à la condition que l'argent qu'on devait rembourser devait servir à régler les problèmes de pauvreté, puisqu'on avait dit que c'est l'endettement qui avait empêché de régler les problèmes de pauvreté. Donc c'est ce processus-là qui a permis de développer les axes prioritaires du DSRP 1. Après la mise, donc ce DSRP 1 déjà, il fallait le présenter au Club de Paris, qu'on a changé maintenant. C'est ça qu'on appelle le groupe consultatif. Mais vous savez que le Club de Paris existe depuis très longtemps. C'est ça. C'est là-bas qu'on a eu les ajustements structurels, etc. Donc dans la même logique, avec ce nouveau changement, on a changé également de paradigme en disant maintenant c'est la pauvreté
C'est la pauvreté qui est l'élément central. Et donc, il fallait aller présenter ce document. Je me rappelle, c'était fait à l'époque sous l'égide du Premier ministre Idriss Seck. Donc c'est déjà une première expérience. Ensuite, cette première DSRP a été évaluée. On a vu que beaucoup d'objectifs n'étaient pas atteints, il y avait des contraintes et il y avait un certain nombre de problèmes qu'il fallait résoudre. Ces problèmes ont été adressés dans le DSRP 2. Quand ils ont été adressés dans le DSRP 2, également, il a fallu aller encore faire la même chose, le présenter au bailleur et recevoir des appuis budgétaires, des appuis pour le réaliser. Donc, quand on regarde le processus, les éléments stratégiques qui sont dans le DSRP sont les mêmes qui continuent jusqu'au niveau du PSE. Ah oui. Donc, en termes de continuité historique, c'est les mêmes problématiques. Voilà. Et le DSRP, quels ont été les résultats concrets? Prenons le DSRP 2, puisque c'est le dernier avant le PSE. C'est ça. Il était autour de plusieurs axes. Le premier axe, c'était la création de richesses. C'est ce qui est devenu aujourd'hui le premier axe pratiquement du PSE, puisqu'on parle de modification structurelle de l'économie. C'est des questions économiques. Le deuxième axe était lié à la protection sociale. Sur cet axe-là, beaucoup de choses étaient prévues, mais très peu de choses ont été réalisées. Par exemple, aujourd'hui, quand vous parlez de bourses de sécurité familiale, qui sont en fait des termes, des transferts monétaires, il était déjà inscrit dans le DSRP. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau en tant qu'objectif, mais c'est la place qu'on lui donne qui a changé. Le gouvernement précédent n'avait rien fait dans ça. Il ne l'avait pas considéré comme important. Quand on parle des mutuelles, des CMU, il y avait la politique de santé qui était dans le DSRP 2, qui était après devenu SNDS, qui parlait d'appuyer la mutualisation. Mais là également, l'État n'avait pas grand fait. Donc si on reprend globalement le bilan sur l'axe 2 de la stratégie, l'axe 3 de DSRP 2, qui était la gestion des risques et des catastrophes, qui était maintenu, l'ancien gouvernement n'avait pratiquement rien fait. Donc ce qui fait que les questions étaient restées entières. Sur l'axe 2 qui concernait l'accès aux services sociaux de base, qui est devenu l'axe 2 du PSE, à savoir le capital humain, et ainsi de suite, c'était également la même chose que l'accès aux services sociaux, c'était l'éducation, la santé, etc. Là également, il y a eu des efforts qui ont été, des avancées importantes, ont été faits parce qu'une bonne part du budget a été allouée à l'éducation. Il y a eu beaucoup de constructions, mais il y a eu également beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Les constructions scolaires ont été faites. Il y a eu beaucoup d'efforts dans l'éducation scolaire secondaire par rapport à ce qui se faisait. Il y a eu beaucoup de lycées, il y a eu beaucoup de collèges. Donc il y a eu un effort en termes de construction. Mais du côté de la demande, il n'y avait pas de solution. Du point de vue de l'équité, il n'y avait pas de progrès. Du point de vue également de la transparence, il y avait des problèmes. Ouais. Donc, ce qui fait que les investissements n'ont pas donné tous les résultats escomptés. Oui. Et les investissements dans le cadre du DSRP 1 et 2 étaient évalués à environ combien? Je ne me rappelle pas des chiffres, mais je sais que c'est largement en deçà de ce qu'on a, des chiffres dont on parle. Avec le PSE? Avec le PSE, okay. Puisque ces investissements étaient essentiellement les renoncements à l'endettement. Ce qu'on devait payer pour rembourser nos dettes, c'est ce qu'on nous retournait comme investissement. Ouais. Et donc, c'était aligné également sur plusieurs années. Donc, c'est un recyclage de la dette. C'est un recyclage de la dette, voilà. D'accord. Donc, le PSE, justement, nous allons en parler de long en large. Et donc, je reviens sur cette collecte de fonds-là aux réunions du groupe consultatif de Paris. Et alors, quelle évaluation faites-vous de la mise en œuvre de la première phase du PSE après que le Sénégal a obtenu en 2014 quelques 3 729 milliards de francs CFA en 2014. Quelle évaluation faites-vous de cette première phase? Je n'ai pas le détail de ce qui a été fait, mais si on regarde les rapports qu'on a et les chiffres que nous avons, puisque depuis également les DSRP, c'est devenu une tradition, mais ça a été beaucoup plus systématisé avec le PSE, il y a ce qu'on appelle les revues annuelles conjointes. Chaque année, il y a une revue pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Avec les partenaires. Avec les partenaires. D'abord avec la société civile, secteur privé, les différents secteurs. Chacun fait son évaluation et après on regarde qu'est-ce qui reste à faire. Alors quand on regarde la dernière revue annuelle conjointe, on peut dire qu'il y a des progrès importants qui ont été faits dans le domaine des infrastructures qui étaient prévues. Il y a des domaines où il n'y a pas eu de progrès. Par exemple, si on prend
Tout ce qui concerne les couloirs céréaliers, c'est un grand projet dans cela. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Si on prend également les questions liées au transport aérien, il y a des progrès. Les gens ont, pour faire du Sénégal un hub aérien, il y a des progrès qui ont été faits. En ce qui concerne les ponts qui devaient être faits, en tout cas le désenclavement, il y a eu énormément de progrès. Quand on regarde l'axe 2, en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, on sait que le PUDC fait énormément de travail, plus d'autres programmes. Donc le taux d'électrification rurale a fait un grand bond. Le taux d'accès à l'eau potable a fait un grand bond. Le désenclavement a fait un grand bond. Sur le plan de l'agriculture, on voit que le riz également, il y a des résultats, même si l'objectif n'est pas atteint. Sur les autres secteurs également, il y a des progrès, mais il y a encore des lenteurs qui font que dans certains secteurs, je donne le cas également de la protection sociale, il y a encore des lenteurs dans certaines mesures. Il y a des progrès sur le premier axe qui était de la couverture maladie universelle, mais on n'a pas atteint les objectifs qui étaient fixés. Mais on s'approche de l'objectif, il y a quand même un bond important. Est-ce que l'objectif était réaliste? C'est la question qu'il faut se poser. L'autosuffisance alimentaire, pour atteindre le riz en 2017, il y a un progrès énorme, mais la cible n'est pas atteinte. On n'est pas arrivé à 100%. D'ailleurs, c'était une utopie, enfin, à mon avis, de cibler 100%. Parce que dès qu'on dépasse 80%, on peut dire qu'on est autosuffisant. Mais les gens avaient ciblé sur 100%. Bon, ainsi de suite. Donc, dans le domaine de l'horticulture, les gens ont dépassé les objectifs qui étaient fixés. Donc, il y a quand même, globalement, un grand progrès par rapport aux cibles. Maintenant, il y a des domaines où il y a des réformes. Sur les réformes, par contre, il y a beaucoup de retard. Et c'est là où le bas blesse. Il y a les réformes, notamment tous les textes qui devaient être pris, traduits en décret, en arrêté, etc. Il y a des lenteurs énormes quand on regarde ce point de vue. Quand on regarde également les réformes, comme la réforme foncière, elle n'a pas abouti. Sur le plan institutionnel, il y a des réformes qui étaient prévues, toutes ne sont pas mises en œuvre. Il y a également des réformes pour le secteur privé, parce qu'il fallait réformer le secteur privé pour promouvoir les PME. Il y a également là des lenteurs. Bien que toutes les mesures ont été prises, il y a eu des progrès, mais leur exécution, leur opérationnalisation pose problème. Et là, c'est un gros problème des capacités de l'administration à assumer les ruptures qu'il faut. Alors, c'est bien détaillé. On a une vue globale de ce qui a été fait jusqu'alors. Ces jours-ci, le Sénégal était de nouveau à Paris dans le cadre de la phase 2 du PSE et les attentes, c'était un peu moins de 3 000 milliards. Finalement, le Sénégal a eu 7 000 milliards. Faut-il applaudir? Oui, je pense qu'il faut applaudir. À mon avis, d'abord, il faut considérer ces financements comme étant une réponse à une demande. Nous sommes un pays qui manque de tout, qui est sous-développé et qui n'a pas encore, si on veut être émergent, il faut régler les problèmes d'abord élémentaires. Il faut avoir partout des routes, partout, tout le monde doit avoir l'eau, tout le monde doit avoir l'électricité. Tant qu'on n'a pas atteint ça, à mon avis, il faut chercher de l'argent pour l'avoir. Et ce qui est évident, c'est que vous ne pouvez pas l'avoir avec l'épargne, puisqu'on n'a pas une épargne importante. Vous ne pouvez pas l'avoir avec les recettes fiscales. Donc vous êtes obligé de l'avoir par l'emprunt. Donc vous avez également des agressions de la mer. Vous avez la mer qui avance. Il faut arrêter ça. Et tout cela demande de l'argent. Peut-être que même le gouvernement n'a pas été suffisamment ambitieux en demandant le gap qu'il demandait, ou bien c'était une façon également de mieux communiquer quand le montant sera plus élevé. Mais compte tenu de la confiance qu'ont les partenaires techniques et financiers par rapport au pays, et compte tenu surtout des enjeux géostratégiques actuellement, les enjeux géostratégiques ont un impact extrêmement important. C'est quoi les enjeux géostratégiques? Oui, justement. C'est le fait que aujourd'hui, le pays est en train de basculer dans une logique, disons, de diplomatique et d'alliance stratégique avec la Chine et avec la Turquie. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes par rapport à l'hégémonie occidentale, donc de la France, des États-Unis. Donc ces pays de l'OCDE, ces pays européens, ne vont pas laisser l'espace sénégalais et africain. Et le Sénégal n'est qu'un petit espace, mais l'influence du Sénégal est importante. C'est ça. Donc le fait que la Chine, avec son projet, comment on l'appelle, la route et la soie, a pris le Sénégal comme tête de file. Ce n'est pas pour rien que le président Macky Sall a été nommé co-président du groupe.
Et en plus, le Sénégal a signé avec la Chine un accord de partenariat stratégique, ce qui veut dire beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il faut laisser la Chine occuper tout l'espace? Je pense que les Occidentaux ne vont pas le faire. Donc, cet aspect géostratégique et la paix qu'on a fait qu'il faut s'attendre à ce que les gens soient beaucoup plus généreux, je veux dire, et beaucoup plus ouverts. Parce que quand ils ne le font pas, c'est évident que la Chine va le faire. C'est évident que la Turquie va le faire. Donc ces enjeux géostratégiques entre la Chine et les pays occidentaux sont bénéfiques quelque part pour le Sénégal? Extrêmement. Les enjeux géostratégiques entre la Chine et l'Occident, entre la Turquie et l'Occident, sont extrêmement bénéfiques. Et je pense que ça a été une intelligence économique, une intelligence extrêmement importante pour le Sénégal, de s'ouvrir à ces pays et de leur donner de l'espace. Prenez l'exemple de la plateforme de Diamniadio. Vous savez que la plateforme de Diamniadio était le premier projet du MCC au Sénégal. Nous l'avons conçu jusqu'au bout. À l'époque, le président actuel était le Premier ministre. L'État s'est réveillé et a dit qu'il n'en veut plus. Et ils ont créé un projet concurrent, qui était la zone économique spéciale, qui n'a jamais eu lieu, avec les Arabes. Aujourd'hui, que l'État reprend ce projet, parce que les études étaient faites, et c'était les Américains qui devaient financer cela dans le cadre du premier MCC. Okay. Alors, maintenant, l'État a repris cela, mais qui a réalisé Diamniadio? C'est les Turcs et les Chinois. Vous n'avez aucun investissement européen dans ce projet-là. Et donc, ça également, c'est très significatif. Alors, le fait de s'ouvrir à la Turquie et à la Chine fait qu'on a des capacités de négociation beaucoup plus importantes avec les pays occidentaux. Alors, Ibrahima Dia, je rappelle donc à nos internautes, à nos téléspectateurs de CNews TV que vous êtes socio-économiste, expert de l'équipe qui a piloté le DSRP 1 et 2. C'est le document de stratégie de réduction de la pauvreté qui aujourd'hui continue sous forme de ce qu'on a appelé le PSE aujourd'hui. Vous êtes également consultant indépendant, conseiller pour plusieurs projets de l'État. Alors, par rapport à ce que vous venez de développer, ça veut dire que vous inscrivez en faux par rapport à ceux qui critiquent le Sénégal de trop s'endetter alors qu'on a déjà une dette intérieure qu'on n'arrive pas à solver. Oui, l'endettement, il faut le comprendre comme un endettement global. C'est une question différente de l'endettement intérieur. L'endettement global, on est en dessous des taux qui sont acceptables, c'est-à-dire qui sont retenus par l'IMOA déjà. Mais en plus, on est très loin des taux classiques des autres pays, que ce soit les États-Unis, la France et les pays émergents, même les pays développés. Donc l'endettement est un moyen pour se développer. Et alors donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'endetter pour que les gens aient de l'eau. À mon avis, si on doit s'endetter pour que tout le monde ait de l'eau, tout le monde ait de l'électricité, c'est un droit élémentaire de tous les citoyens. Pourquoi ne pas s'endetter pour régler ces questions? Pourquoi ne pas s'endetter pour que l'île à Morphil soit désenclavée complètement? Si ça doit coûter 100 milliards, il faut s'endetter pour 100 milliards pour le faire. Pourquoi ne pas s'endetter pour que les gens de Bakel aient des routes comme nous à Dakar? Donc, pourquoi ne pas s'endetter pour que tout le monde ait l'électricité? Donc, l'endettement en soi n'est pas mauvais tant qu'on a un gap. Maintenant, qui doit payer l'endettement? Oui, justement, qui doit payer? Comment ça doit se payer? Est-ce que les taux sont soutenables par le Sénégal? Voilà, la différence maintenant, depuis 10 ans, depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, les Occidentaux qui avaient pris des engagements de consacrer un pourcentage de leur PIB à l'aide au plus développement ne l'ont pas respecté. Personne ne l'a respecté en termes de dons. Alors, à un moment donné, puisqu'ils n'ont pas respecté cela, on a inventé les PPP. Les partenariats publics-privés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu que ce soit l'État qui finance les investissements, les routes et les pistes, ou bien les routes et les infrastructures, c'est maintenant un privé qui le finance et qui va se faire rembourser. Du coup, par qui? Par l'État? Par l'État et par les citoyens. Donc, et à des taux beaucoup plus élevés que le taux normal. Donc, ça, c'est une option. C'est ce que l'État avait fait avec l'autoroute à péage. La première phase, qui a permis à FAH, etc., de le gérer. L'autre option, c'est que l'État lui-même fasse l'investissement et récupère les retombées. C'est ce que l'État actuellement est en train de faire pour Ila Touba, pour l'autre partie jusqu'à Mbour, etc. Dans ce cas-là, ce n'est plus des PPP pour qu'un privé gagne, mais c'est l'État qui a l'argent et c'est l'État qui va récupérer l'argent. À mon avis, la deuxième option est meilleure. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que quand tu vas quand tu as des financements de bailleurs de fonds, les taux sont des taux constitutionnels. C'est-à-dire des taux qui ne dépassent pas 1 ou 2%. C'est des taux faibles. Quand tu vas chercher l'argent sur le marché, c'est à des taux de 6%. Donc, il n'y a pas photo entre les deux.
Donc il vaut mieux chercher de l'argent chez les bailleurs de fonds que de chercher de l'argent sur le marché privé ou de faire des PPP. Vous voulez dire que la collecte de fonds lors des 2 réunions du groupe consultatif de Paris, les taux Sont extrêmement faibles. c'est combien? C'est concessionnel, c'est moins de 1%. Moins de 1%. Voilà, j'ai entendu des gens qui disent qu'en fait, il faut rembourser exactement la somme qu'on vous a prêtée et il faut payer d'autres taux plus élevés. Non. Tous les taux qui sont avec les bailleurs de fonds, que ce soit la BID, la BAD, La Banque mondiale, le FMI. Pas le FMI, c'est différent. Le FMI ne prête pas en réalité, ce n'est pas un bailleur de fonds. Il fait un appui budgétaire quand tu as des déficits. Donc, avec ces bailleurs de fonds-là, c'est des taux conventionnels. Il y en a même qui font 0, jusqu'à 1 ou 2%, selon les cas. Alors, si à la BID, c'est encore quelquefois même faible. Donc, c'est ça qui se fait et c'est échelonné sur le temps. Donc, quand tu fais c'est pourquoi d'ailleurs on nous interdisait, nous, de faire des prêts à des taux non concessionnels. Parce qu'on avait droit, quand tu étais dans des situations de PPT, qu'à des taux concessionnels. C'était pour que la dette ne se reconstitue pas à un rythme très rapide. Donc, avec les bailleurs de fonds, dans ces trucs, c'est des taux concessionnels. Et chaque projet va être négocié, discuté avec chaque bailleur de fonds. Donc, le fait de dire on s'engage à donner de l'argent, ce n'est pas déjà de l'endettement, c'est juste un engagement. Après, il faut faire les projets. Et dans ces projets, il y a une partie qui est de la subvention. Par exemple, si vous avez entendu le ministre français parler, il a dit on va donner 1,5 milliard €, je crois. Et les 500 000, c'est de l'aide, c'est du don. C'est de la subvention. Donc, chez tous les autres bailleurs, vous avez une partie subvention et une partie qui est un prêt. Donc ça, c'est le modèle classique des banques de développement. C'est différent des banques privées, où ce qu'on avait fait l'année passée, à savoir chercher de l'argent sur le marché monétaire, vous pouvez l'avoir. On pouvait avoir 5 fois plus que ce qu'on veut sur le marché monétaire. Mais c'est à des taux de 5%, 6%. Et c'est à des échéanciers de remboursement beaucoup plus rapprochés.